Quelque chose d'immense traverse notre atmosphère, et ce n'est pas l'astéroïde attendu par la NASA. Pendant des mois, les télescopes ont observé 3I d'Atlas comme s'il s'agissait d'un simple voyageur interstellaire. Mais maintenant qu'il s'approche de la Terre, de nouvelles données révèlent quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas ce que les scientifiques pensaient. Il est plus gros, plus rapide et son comportement défie tous les modèles orbitaux connus. Atlas ne mesure pas 2 km de diamètre comme il le pensait, son diamètre est d'environ 47 km. Nous ne suivions pas un petit astéroïde, mais quelque chose de la taille d'une petite lune. Était le plus inquiétant? Ces 6 dernières semaines, Atlas a progressivement ralenti. Cela signifie qu'il ne se contente pas de traverser notre système solaire, il prévoit de s'y arrêter. Abonnez-vous dès maintenant, car ce que je vais vous révéler sur la taille réelle d'Atlas, sa structure interne et son comportement à son approche de notre planète va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cet objet. L'erreur n'était pas une simple erreur de calcul. Elle était systématique, intentionnelle, comme si Atlas avait été conçu pour paraître plus petit qu'il ne l'est en réalité, jusqu'à ce qu'il soit trop proche pour masquer la vérité. Maintenant que nous connaissons sa véritable taille, nous commençons à comprendre à quoi nous avons réellement affaire. Ce n'est pas un morceau de roche venu des profondeurs de l'espace. C'est une invention. Et c'est presque la point. Laissez-moi vous expliquer comment la communauté scientifique a pu sous-estimer un objet aussi massif, avec une marge d'erreur aussi importante. Lorsqu'Atlas a été détecté pour la première fois, il se trouvait au-delà de l'orbite de Neptune. À cette distance, les astronomes s'appuient sur des mesures de luminosité et des analyses spectroscopiques pour estimer sa taille. En théorie, le calcul est simple, on mesure la quantité de lumière réfléchie, on devine sa composition, et à partir de là, on calcule une taille approximative. Pendant des mois, Atlas a semblé réfléchir une lumière compatible avec une surface rocheuse sombre d'environ 2 km de diamètre. Toutes les données concordaient, toutes les équations étaient cohérentes, rien ne semblait anormal. Mais personne n'avait remarqué un détail crucial, Atlas ne réfléchissait pas la lumière naturellement. Il la contrôlait. Il y a 3 jours, lorsque le Deep Space Imaging arrêt de la NASA a enfin atteint une résolution suffisamment précise pour cartographier la surface d'Atlas, les scientifiques ont observé une chose apparemment impossible. La surface n'était pas uniformément sombre comme prévu. Elle présentait des motifs géométriques, des structures hexagonales recouvrant chaque centimètre, comme des écailles parfaitement agencées. Et elle ne se contentait pas de réfléchir la lumière de manière anormale, elle l'absorbait activement, la supprimant complètement, à la manière des revêtements furtifs utilisés sur les avions militaires, mais appliqués sur un corps de 40 km de diamètre. L'un des chercheurs analysant les images a décrit ce moment comme « le plus bouleversant de sa carrière ». Nous nous attendions à voir des cratères, des reliefs irréguliers, les formes typiques de la roche ancienne. Au lieu de cela, nous avons vu une surface parfaitement conçue, avec des structures symétriques répétées sur toute la surface visible. C'était comme photographier une montagne et découvrir que, de loin, on regardait un bâtiment construit pour ressembler à une montagne. Ces structures hexagonales ne sont pas des formations naturelles. Ce sont des composants artificiels, fabriqués avec une précision qui dépasse de loin toute capacité technologique humaine connue. Chaque hexagone mesure environ 400 mètres de diamètre, et la surface entière d'Atlas est composée de plus de 11 000 de ces unités, toutes disposées selon une orientation délibérée, comme s'il s'agissait de panneaux solaires, de capteurs ou de quelque chose d'inconnu. Lorsque la NASA a recalculé la taille réelle d'Atlas en utilisant une cartographie physique plutôt que des estimations basées sur la luminosité, les résultats ont été stupéfiants. Les estimations de masse ont été multipliées par 24, et les calculs volumétriques internes suggèrent qu'Atlas pourrait contenir des structures aussi grandes que des villes entières. Il ne s'agissait pas d'une erreur mathématique, quelqu'un a conçu Atlas pour tromper nos mesures jusqu'à ce qu'il soit trop proche pour masquer la vérité. Ce qui rend tout cela encore plus inquiétant, c'est qu'Atlas ralentit. Les objets spatiaux ne ralentissent pas d'eux-mêmes, il n'y a ni frottement ni résistance de l'air. Si un objet pénètre dans le système solaire à grande vitesse, il maintient cette vitesse à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Un corps naturel serait soit capturé par le Soleil sur une orbite elliptique, soit poursuivrait sa trajectoire. Mais Atlas ne fait ni l'un ni l'autre. Il y a 6 semaines, il se déplaçait à environ 87 km par seconde par rapport au Soleil, une vitesse typique pour un corps interstellaire. Puis il a commencé à décélérer activement. La NASA a détecté la réduction de vitesse grâce à d'infimes variations de la signature spectrale d'Atlas. Son extrémité arrière présentait des émissions thermiques compatibles avec une libération massive d'énergie, et non de lumière réfléchie. La chaleur provenait de l'intérieur de l'objet. Atlas utilise des propulseurs ou des systèmes de freinage, ralentissant ses vitesses interstellaires à des vitesses typiques des orbites planétaires. Il se déplace actuellement à environ 31 km par seconde et continue de ralentir. S'il maintient cette vitesse, il atteindra une vitesse relative nulle par rapport à la Terre dans environ 14 jours. Et il est important de bien comprendre ce que cela signifie réellement. Un objet de la taille d'une petite lune, doté d'une surface artificielle et de systèmes internes capables de générer la poussée nécessaire pour ralentir une masse de 40 km de diamètre, s'immobilisera complètement par rapport à la Terre dans environ 2 semaines.
Mais ce ralentissement n'est pas le plus inquiétant. La trajectoire d'Atlas ne se dirige ni vers le Soleil, ni vers une orbite stable autour de Jupiter, ni vers aucune autre destination conforme aux lois de l'orbite naturelle. Il y a 3 semaines, Atlas a modifié sa trajectoire. Un nouvel allumage, une nouvelle correction de trajectoire. Il se dirige maintenant directement vers l'orbite terrestre, et sa courbe de décélération indique qu'il s'arrêtera à environ 328 000 km de la surface de notre planète. C'est exactement la distance de la Lune. Atlas semble viser à se positionner dans le même espace orbital que notre seul satellite naturel, non pas en croisant la Terre ou en orbitant autour du Soleil, mais en s'y arrêtant point. Lorsque la NASA a pris conscience de la taille réelle d'Atlas, elle a immédiatement entrepris une analyse de sa structure interne à l'aide d'un géoradar et de mesures gravitationnelles. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Atlas n'est pas solide. Il est creux, ou plutôt divisé en compartiments. Les images radar révèlent une structure interne extrêmement complexe, avec d'énormes vides séparés par des supports structurels. Il ne s'agit pas de cavités naturelles comme celle d'un astéroïde poreux, mais de chambres intentionnellement construites aux limites géométriques précises. La plus grande de ces chambres mesure environ 12 km de large et s'enfonce de près de 8 km dans le corps d'Atlas. Elle est suffisamment vaste pour contenir l'île de Manhattan entière, avec l'espace libre autour. Et ce n'est pas la seule. Le radar a identifié 17 chambres principales et des centaines d'espaces plus petits, régulièrement espacés. Les structures séparant ces compartiments présentent des caractéristiques techniques avancées. Architecture porteuse, symétrie et agencement conçus pour résister aux contraintes lors des manœuvres ou des accélérations. Les mesures gravitationnelles confirment cette architecture interne. La masse totale d'Atlas est d'environ 8,7 000 milliards de kilogrammes, une masse énorme en termes absolus, mais étonnamment faible pour un corps rocheux de cette taille. Les calculs de densité indiquent qu'environ 40% de son volume est constitué d'espaces vides. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est que certaines de ces chambres internes émettent de la chaleur. Il ne s'agit pas d'une chaleur uniforme due au rayonnement solaire, mais de sources de chaleur localisées, concentrées en des points précis. Ces différences de température indiquent une activité interne, peut-être liée à des systèmes électriques ou à la maintenance environnementale. À l'intérieur d'Atlas, quelque chose génère de la chaleur selon un schéma qu'aucun processus naturel connu ne peut expliquer. Et la NASA a également détecté des émissions électromagnétiques provenant de l'intérieur de l'objet. Il ne s'agit pas de signaux de communication comme ceux que l'on observe habituellement dans l'espace, mais plutôt de transmissions internes à courte portée qui semblent se produire entre différentes sections de la structure d'Atlas. On pourrait comparer cela à l'observation du réseau interne d'un bâtiment. Les pièces communiquent entre elles, les systèmes se coordonnent, une infrastructure entière fonctionne de manière autonome à mesure que l'objet s'approche de la Terre. Des analyses plus détaillées suggèrent que ces schémas électromagnétiques ressemblent à ceux de systèmes automatisés effectuant des vérifications d'état et des procédures de synchronisation opérationnelle, à l'image d'une installation massive se mettant progressivement sous tension, effectuant des diagnostics et préparant ces systèmes pour leur arrivée à destination. Mais ce qui a laissé tout le monde sans voix est apparu lors des analyses spectroscopiques de certaines émissions de gaz observées à la surface d'Atlas. À 3 reprises la semaine dernière, les structures hexagonales se sont brièvement ouvertes, libérant une quantité mesurable de gaz dans l'océan cosmique avant de se refermer. Le gaz analysé contenait de l'azote, de l'oxygène et des traces de dioxyde de carbone. Ces proportions ne correspondent à aucun processus naturel connu, mais elles correspondent presque parfaitement à celles de l'atmosphère terrestre. Autrement dit, tout ce qui se trouve à l'intérieur d'Atlas libère de l'air respirable. Soit il transporte une atmosphère extérieure, soit il génère la sienne. Dans les deux cas, cela indique que quelque chose à l'intérieur d'Atlas a besoin d'oxygène. À mesure qu'Atlas se rapproche de notre planète, sa surface se transforme sous nos yeux. Les structures hexagonales, initialement statiques, se reconfigurent désormais de manière coordonnée. Les observations haute résolution des 72 dernières heures montrent des hexagones individuels se dépliant, tournant et se déplaçant selon des schémas précis et synchronisés. Certains panneaux se soulèvent, révélant ce qui se cache en dessous, des structures mécaniques et des capteurs potentiels émergent tandis que les hexagones se rétractent. D'autres s'orientent dans des directions spécifiques, pointant de plus en plus directement vers la Terre. C'est comme si des milliers d'yeux métalliques tournaient à l'unisson pour observer notre planète. La transformation de la surface s'est brusquement accélérée il y a 36 heures. Ce qui se produisait auparavant au rythme de quelques dizaines d'hexagones par jour implique désormais la reconfiguration simultanée de centaines de structures. On a l'impression d'assister à un réveil. Les systèmes s'activent, les procédures de préparation atteignent leur phase finale. La NASA a recensé plus de 3200 hexagones actuellement orientés vers la Terre. Chacun mesure 400 mètres de diamètre, ce qui signifie que notre planète est désormais observée par plus de 500 km² de la surface d'Atlas, une superficie plus grande que la ville de Los Angeles, tous braqués sur nous. Une section de la surface d'Atlas, large d'environ 5 km, a commencé à s'ouvrir. Il ne s'agit pas d'hexagones individuels en mouvement, mais d'une section entière de la croûte qui se rétracte telle une porte blindée géante. L'ouverture a révélé une structure interne que les télescopes analysent encore.
Les premières observations montrent des poutres de soutien et une structure ou un mécanisme central massif situé dans la brèche. Sa fonction reste inconnue, mais le détail le plus inquiétant est que la brèche est orientée vers la Terre et continue de s'élargir. Si le rythme actuel d'expansion se poursuit, la brèche sera complètement ouverte dans environ 11 jours, juste au moment où Atlas atteindra son arrêt lunaire prévu. Quelque chose à l'intérieur se révèle. Quelque chose de si grand qu'il nécessite une ouverture de 5 km pour s'échapper ou se déployer. Et quoi que ce soit, il nous fait face. Il y a 5 jours, tous les principaux radiotélescopes de la planète ont simultanément enregistré le même phénomène. La production d'énergie d'Atlas a augmenté de 340%. Il ne s'agissait pas d'une augmentation progressive, mais d'un bond soudain. En moins de 2 heures, Atlas est passé d'une énergie comparable à celle d'une grande installation industrielle à une puissance équivalente à celle d'une métropole moderne. L'analyse spectrale a révélé un rayonnement électromagnétique à fréquences multiples, une chaleur diffuse émanant d'immenses systèmes d'alimentation interne, et plus déconcertant encore, un schéma de fréquences organisé, reconnaissable mais incohérent, indiquant un contrôle intentionnel des champs magnétiques. L'intensité du champ est telle qu'elle peut être mesurée même depuis l'orbite terrestre, ce qui signifie que les champs magnétiques à l'intérieur d'Atlas doivent être extraordinairement puissants. Pourquoi générer des forces magnétiques aussi intenses? Seules quelques applications connues nécessitent une telle énergie. Les réacteurs à fusion expérimentaux, les accélérateurs de particules ou les systèmes de propulsion électromagnétique que l'humanité commence seulement à étudier en laboratoire. Ce qu'Atlas alimente nécessite une énergie et un contrôle magnétique bien supérieurs à nos capacités technologiques. Et la surtension coïncide avec une activité accrue dans les chambres internes. Les signatures thermiques de ces espaces vides se sont intensifiées immédiatement après l'augmentation de puissance. Davantage de systèmes se mettent en marche, davantage de processus se mettent en marche, comme si l'objet tout entier se préparait à un événement imminent. Les analystes de la NASA ont tenté d'estimer la quantité d'énergie nécessaire à une telle activité, et les résultats sont stupéfiants. Atlas produit actuellement environ 15 gigawatts d'énergie continue, soit l'équivalent de 15 centrales nucléaires fonctionnant simultanément à pleine capacité. La puissance ne s'est pas stabilisée. Toutes les 6 heures, les relevés augmentent encore de 2 ou 3%. Si cette tendance se poursuit, lorsqu'Atlas atteindra la distance lunaire, sa puissance atteindra environ 25 gigawatts. Cette énergie pourrait alimenter une ville de 5 millions d'habitants, mener les expériences de physique des particules les plus avancées jamais conçues, ou même générer des champs électromagnétiques capables de dévier le vent solaire sur des milliers de kilomètres. Ou, elle pourrait alimenter des systèmes de défense, des armes, des boucliers énergétiques ou des moteurs planétaires. Personne ne sait ce qu'Atlas alimente réellement, mais une chose est sûre, on ne produit pas 25 gigawatts d'énergie pour observer. On les produit pour agir. Et il y a 2 jours à peine, la NASA a détecté un phénomène qui a nécessité une réunion d'urgence confidentielle avec les dirigeants mondiaux. Atlas n'est pas le seul. Les systèmes de suivi de l'espace lointain ont identifié 6 objets plus petits voyageant en formation à ses côtés. Ces nouveaux objets sont beaucoup plus petits, chacun mesurant entre 200 et 500 mètres de diamètre, mais présentent exactement les mêmes caractéristiques qu'Atlas: trajectoire contrôlée, manœuvre de décélération et surface artificielle. Lors des premières observations, ils n'étaient pas visibles, car ils se trouvaient juste derrière Atlas depuis la Terre, cachés dans l'ombre radar du corps principal. Ce n'est qu'après la correction finale, lorsqu'Atlas a modifié sa trajectoire, que les 6 objets sont apparus, adaptant à leur tour leur mouvement pour maintenir une formation parfaite. Il ne s'agit ni de débris, ni de satellites naturels. Les 6 objets maintiennent des positions précises par rapport à Atlas grâce à des manœuvres actives. Ils se déplacent comme des véhicules d'escorte, disposés autour d'un vaisseau mère beaucoup plus grand. Il y a environ 3 jours, ils ont commencé à se disperser lentement, s'étendant de la formation compacte vers un motif plus large. Les projections actuelles indiquent que, lorsqu'Atlas atteindra la distance lunaire, ces 6 corps seront répartis selon un motif géométrique autour de la Terre, espacés d'environ 60 degrés le long du plan équatorial de la planète. En substance, il crée une grille orbitale, un réseau de couverture similaire à celui des satellites, à la différence que, dans ce cas, chaque satellite a la taille d'un gratte-ciel et provient de l'espace interstellaire. L'analyse spectroscopique des 6 objets révèle les mêmes caractéristiques de surface qu'Atlas, sombre, conçu avec des motifs géométriques minimisant la réflexion radar. Ils sont équipés d'une technologie furtive, telle des drones de reconnaissance militaire agrandis à des proportions colossales. Et tous les 6 présentent les mêmes signatures énergétiques détectées sur Atlas avant sa montée en puissance massive, émissions thermiques et activité électromagnétique compatibles avec l'activation des systèmes d'alimentation. Ils se préparent à une éventualité, synchronisant leurs opérations avec la chronologie d'Atlas. Un analyste de la NASA a calculé la couverture optimale qu'ils obtiendraient une fois le déploiement complet terminé. Ensemble, ces objets auraient une visibilité directe sur environ 94% de la surface terrestre à tout moment. Où que vous soyez sur la planète, au moins 2 de ces objets auraient un contact visuel et radar avec votre position. Il ne s'agit pas d'un dispositif d'exploration.
Il s'agit d'un réseau de surveillance ou pire, d'une configuration de ciblage. À l'approche d'Atlas, le trafic de communication surveillé par la NASA a connu une croissance exponentielle. Ce qui semblait initialement être un flux de transmissions occasionnelles s'est transformé en une activité quasi constante. Atlas transmet désormais en continu d'énormes paquets de données envoyés dans l'espace lointain toutes les quelques heures, des échanges plus courts avec ses 6 objets d'escorte et un nouveau type d'impulsion, de courtes impulsions à haute fréquence dirigées vers la Terre. Ces impulsions ne constituent pas des tentatives de communication. Les fréquences et modulations ne correspondent à aucun langage ni schéma connu. Ce sont des balayages actifs, semblables à un radar de haute précision, qui renvoient des signaux vers la Terre et analysent leurs réflexions. Autrement dit, Atlas cartographie notre planète, non pas passivement, mais grâce à une technologie de détection avancée, capable de collecter des données avec une résolution toujours croissante. Alors qu'initialement la cartographie se faisait à l'échelle continentale, aujourd'hui, grâce à la réduction des distances, les analystes estiment qu'Atlas peut distinguer des détails aussi petits que 30 mètres. Cette résolution est si élevée qu'il permet d'identifier des bâtiments, des infrastructures, des bases militaires, des agglomérations et des réseaux de transport. Chaque structure humaine significative est désormais visible et analysable par les capteurs d'Atlas. Mais il ne s'agit pas seulement d'émissions. Atlas reçoit des réponses. Les signaux qu'il envoie dans l'espace lointain sont réciproques. Quelqu'un, ou quelque chose, au-delà de notre système solaire, maintient une communication active avec Atlas. Il reçoit des mises à jour, envoie des instructions et confirme les messages reçus. Les séquences de paquets de données présentent une structure organisée, semblable au protocole de commandement et de contrôle militaire. Atlas envoie des rapports d'état, reçoit des ordres mis à jour, confirme leur réception, puis exécute de nouvelles actions en fonction de ces instructions. Nous n'observons pas simplement un objet qui passe, nous assistons à une opération coordonnée, Atlas agissant comme une unité locale sous les ordres d'une autorité distante située on ne sait où dans l'espace lointain. Il suit un plan, avec une mission, et tout indique qu'il n'agit pas seul. Et la transmission finale d'Atlas à ses contrôleurs distants comprenait une séquence que les systèmes d'intelligence artificielle de la NASA ont identifiée comme hautement significative, un signal qui, selon une première analyse, constitue une confirmation d'arrivée. Autrement dit, Atlas a indiqué qu'il était à l'heure, qu'il avait atteint sa position prévue et qu'il était prêt à entreprendre sa mission. Puis, il y a 36 heures, un événement totalement inattendu s'est produit, plongeant la NASA dans le chaos. La Lune réagit à la présence d'Atlas. Les sismomètres laissés sur la surface lunaire par les missions Apollo, instruments qui enregistrent les séismes lunaires, depuis plus de 50 ans, ont soudainement détecté des vibrations anormales, non dues à des impacts ou à des variations de température. Il s'agit d'impulsions rythmiques et organisées, provenant des profondeurs de la surface lunaire, qui se répètent à une fréquence régulière, toutes les 11 minutes. Et le détail le plus surprenant, cette activité a débuté exactement 2 heures après la dernière correction de trajectoire majeure d'Atlas, celle qui a confirmé son entrée en orbite lunaire. Une coïncidence ? Peu probable. L'activité sismique de la Lune a augmenté en réponse directe au mouvement d'Atlas. De plus, le Lunar Reconnaissance Orbité de la NASA a détecté des anomalies thermiques sur la face cachée de la Lune, 3 zones spécifiques présentant un réchauffement localisé qui ne peut être expliqué par le simple rayonnement solaire ni par les modèles thermiques standards du sol lunaire. Ces points chauds à la surface lunaire sont apparus exactement au moment où l'activité sismique a débuté. Leur disposition est inquiétante, ils forment un triangle équilatéral parfait, chaque sommet étant distant d'environ 400 km. Une telle symétrie ne peut s'expliquer par des processus naturels. La nature ne crée pas de motifs géométriques aussi précis. Mais ce que le radar à pénétration de sol de la sonde Lunar Reconnaissance Orbité a découvert sous ces points est encore plus inquiétant, des anomalies structurelles, de vastes cavités enfouies à 5 km sous la surface lunaire, précisément à l'endroit où les 3 points chauds sont apparus. Ces cavités n'apparaissent sur aucune des cartes précédentes. Soit il s'agit de formations récentes, soit leur présence a été masquée jusqu'à présent. Et ce ne sont pas de simples espaces vides. Chacune mesure environ 2 km de diamètre et présente des signatures électromagnétiques actives, comme si des systèmes énergétiques souterrains se déclenchaient sous la croûte lunaire. Un chercheur, visiblement hésitant, a déclaré à voix haute ce que tout le monde craignait de penser. Et si la Lune n'était pas entièrement naturelle ? Et si elle abritait une infrastructure, endormie depuis des millénaires, et qui se réactiverait désormais suite à l'arrivée d'Atlas ? Une hypothèse qui, jusqu'à récemment, aurait été rejetée comme de la science-fiction ou une théorie du complot, mais les données sont sans équivoque. Les schémas sismiques, les signatures thermiques et les structures souterraines sont réelles, mesurables et parfaitement synchronisées avec la chronologie de l'approche d'Atlas. Le détail le plus inquiétant est survenu quelques heures plus tard. La NASA a détecté de brèves transmissions électromagnétiques provenant d'une des cavités lunaires, dirigées vers l'espace, précisément en direction d'Atlas. 3 heures plus tard, Atlas a répondu par un signal dirigé vers la surface lunaire. Il communique. Atlas est un élément à l'intérieur de notre satellite naturel échange des signaux. Nous n'assistons pas simplement à l'arrivée d'un objet interstellaire.
Nous observons l'interaction de deux systèmes artificiels, l'un venu de l'espace lointain et l'autre, peut-être endormi depuis des éons sous la surface lunaire, réveillé par son arrivée. Là se pose une question que personne n'ose poser ouvertement, depuis combien de temps cette structure est-elle là? Si elle avait été récemment placée par des explorateurs qui nous ont échappé, ce serait déjà alarmant. Mais l'alternative est encore plus inquiétante. Et si elle était là depuis des siècles, des millénaires, attendant le retour d'Atlas pour la réactiver, les analyses géologiques de la Lune n'avaient jamais rien détecté de tel auparavant. Soit ces structures étaient trop profondes pour être détectées, soit leur composition les rendait invisibles aux instruments, soit, plus inquiétant encore, elles étaient conçues pour rester cachées jusqu'à ce que certaines conditions soient réunies. Le moment de leur activation est trop précis pour être une coïncidence. Atlas exécute une correction de trajectoire qui confirme sa destination en orbite lunaire, et 2 heures plus tard, des systèmes dormants au sein de la Lune commencent à s'activer. Il ne s'agit pas d'une réaction fortuite à la présence d'Atlas. C'est une réponse programmée, un signal préétabli. Nous n'assistons peut-être pas à un premier contact, mais plutôt à l'acte final d'un plan commencé bien avant la naissance de la civilisation humaine. Atlas parcourt des années-lumière pour atteindre la Terre, tandis qu'une infrastructure cachée au sein de la Lune attend silencieusement son arrivée. Les systèmes communiquent et se synchronisent à des échelles de temps et d'espace qui font de l'histoire humaine un détail sans importance. Les agences du monde entier s'activent frénétiquement. Les systèmes de défense sont activés, même si se défendre contre un corps de 47 km de diamètre, accompagné d'une flotte et d'installations déjà opérationnelles sur notre Lune, est quasiment impossible à concevoir. Les protocoles de premier contact sont également activés. Linguistes, biologistes et diplomates sont formés au scénario de communication. Mais comment négocier avec une créature qui a planifié son arrivée des millions d'années avant notre existence? Pendant ce temps, certains gouvernements élaborent secrètement des plans de survie, ils sélectionnent le personnel essentiel, sécurisent les ressources vitales et préparent des stratégies pour assurer la survie de l'espèce si les intentions d'Atlas se révèlent hostiles. En réalité, Atlas a démontré un niveau technologique infiniment supérieur au nôtre. S'il a réussi à traverser l'espace interstellaire à bord d'une structure massive de 47 km de long, accompagnée d'unités d'escorte et soutenue par une infrastructure lunaire préinstallée, alors nos options de défense sont quasiment nulles. Quelles que soient ses intentions, il ne s'agit pas d'une rencontre entre civilisations égales. Nous sommes confrontés à quelque chose qui nous observe, nous étudie et nous prépare à des temps incalculables, avec un réseau de systèmes entourant notre planète dont nous ignorions l'existence. Et la question la plus importante, pourquoi? Pourquoi voyager à des années-lumière pour atteindre la Terre? Pourquoi construire des infrastructures sur notre Lune? Pourquoi apporter une flotte de soutien et une capacité énergétique suffisante pour alimenter des villes entières? Et pourquoi tout cacher, prétendant que c'était un événement insignifiant et inoffensif, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir? Dans 14 jours, nous commencerons à recevoir des réponses. Que cela vous plaise ou non, le compte à rebours a déjà commencé.